on reprend les travaux, alors avec une... Donc on reprend les travaux avec un panel un peu, à la fois dans la continuité et un peu différent, au sens où l'idée de ce panel, l'idée générale, c'est de parler de la temporalité de l'observation. Donc, pour résumer les choses un peu simplement, alors Marc Abélès n'est plus là, mais je faire écho un peu à son travail. L'observation est une pratique, et donc en tant que telle, elle se situe dans un espace. On va beaucoup parler d'espace, mais comme pratique, nécessairement, elle se situe dans une temporalité. Hein, c'est toujours les deux, et c'est ce qu'oublie un peu précisément la nouvelle sociologie de la pratique. Il faut revenir un peu auteur ancien qui a écrit Sciences pratiques, une bonne partie de sa réflexion porte précisément sur le temps. Alors, le temps, c'est d'abord le temps de l'observation, et d'une certaine manière, comme le dit Abélès, c'est un peu l'une des plus-values de l'observation participante par rapport à d'autres méthodes, en particulier les méthodes par questionnaire, de réflexion sur les attitudes, etc., qui sont toujours projetées un peu de loin. Le temps permet précisément d'entrer progressivement dans les catégories des acteurs, catégories indigènes, dirait Abélès, donc les catégories des acteurs. Et donc peut-être vous avez un livre ancien qui porte sur le management, qui est Michel Villette, c'est un livre qui s'appelle L'homme qui croyait au management. Et je me souviens que Michel Villette, qui était à l'école des hautes études en sciences sociales, avait un peu cette anecdote pour bien faire comprendre justement la méthodologie de l'observation. Il dit, vous êtes dans une pièce noire, vous avez un faisceau de lumière qui allume un angle de la pièce. Ça, c'est typiquement la métaphore du questionnaire, si vous voulez. Mais vous perdez vos clés. Qu'est-ce que vous faites, puisque précisément la lumière n'éclaire pas l'endroit dans lequel vous avez perdu vos clés. Et donc, faire un peu le test. Donc, je vous donne des livres à la réponse, et on attend. On attend, pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, les yeux s'habituent à l'obscurité. Et donc, on commence à voir des formes. Ce n'est pas parfait, mais ça permet précisément de retrouver ces clés. Je trouve que cette métaphore est assez... voilà, illustre assez bien qu'est-ce que c'est que le temps de l'observation, le temps de l'ethnographie. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne voit pas tout avec, on voit des formes, mais on voit des formes dans des endroits que les autres méthodologies, précisément, n'éclairent pas. Donc le temps, c'est quelque chose d'important. Mais il y a deux temps, il y a le temps de l'observation et il y a le temps de l'interprétation. Et Abélès, dans son travail, fait une petite référence à Lévi-Strauss, qui parle de cette dialectique entre le moment de l'observation et ce qu'il appelle le regard éloigné. J'aime beaucoup cette idée, moi-même, pour avoir travaillé sur l'Europe depuis Strasbourg et depuis Bruxelles, et le faire aujourd'hui dans une sorte de pendulaire entre Paris, Bruges et Bruxelles. J'avoue que j'apprécie beaucoup d'avoir ce temps à la fois complètement immergé, embarqué, comme dirait Frédéric Mitterrand, qu'on va écouter, mais à la fois cette espèce de prise de distance qui fait que les représentations de l'Europe qu'on peut avoir à Paris sont complètement différentes, évidemment, de celles qu'on a à Bruxelles. D'une certaine manière, bon, vous connaissez la question de la double herméneutique, la rupture avec la rupture, etc., de toutes ces choses qu'on trouve, en tout cas, chez Gibbons, comme chez Bourdieu, les deux. Hein. Je pense que le temps de l'interprétation est aussi le temps d'une distance qui nous fait revoir, relire après coup ce qu'on a pu observer, un peu loin des affects immédiats de l'expérience pratique. Donc c'est un moment important. Et alors je me suis dit, finalement, on pourrait élaborer un peu sur ce temps éloigné. Pourquoi? Parce qu'on a une discipline qui s'occupe du temps et de la distance précisément, qui s'appelle l'histoire. Et d'une certaine façon, dans l'histoire, il y a une méthodologie qui est le comparatisme historique. Je faisais référence à tes travaux et à la dialectique, je cite, chez Lévi-Strauss, entre
le regard éloigné et l'observation participante. Et donc, une manière précisément de poser ce regard éloigné, ça peut être précisément de faire une sorte de comparatisme historique. Donc, j'aimerais qu'on se livre à cet exercice un peu nouveau qui va consister en fait à comparer des études ethnographiques des institutions européennes, mais à distance. Alors on a deux cas. Le cas évidemment du travail de Marc Abélès, d'Hélène Bélier et Marion McDougall, dont on a parlé hier et qui, d'une certaine manière, constitue une borne à partir desquelles les travaux qu'on a écoutés depuis nous permettent de réagir, de fonctionner. Et puis, il y a deux autres cas. Alors, j'avais prévu, mais malheureusement, il est pris et il était dans l'avion, de faire un débat avec Chris Shore. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Alors, ça, c'est bien, mais bon, pourquoi? Parce que Chris Shore a fait un livre précisément sur la fonction publique dans les années 2000. Et d'une certaine manière, moi, j'ai un peu repris 10-15 ans après l'étude du même groupe, alors avec des références analytiques relativement communes, Clifford Geertz, Bourdieu, etc. Bon, et on a des diagnostics radicalement différents, c'est-à-dire que lui, à la fin des années 90, au début des années 2000, son livre est publié en 2000, donc je pense que ses observations sont de la fin des années 90. Il conclut d'ailleurs par l'affaire Cresson et la crise de la démission sans terme de manière un peu radicale, en expliquant que bon, il y a beaucoup de corruption, parce que c'est un milieu très fermé, etc. Bon, enfin, il y va un peu avec le dos de la cuillère, mais il donne à voir précisément la fonction publique européenne comme une forme de nouvelle noblesse d'État assez arrogante, hautaine, qui prend le contrôle en réalité sur les appareils de gouvernement démocratique, etc. Et puis qui a un style qui déplore à plusieurs reprises, beaucoup très formel au fond, et qui est dans une forme extrêmement française. Et donc il la dénonce d'une certaine manière sous cette forme-là. Voilà. Et donc, moi, j'arrive un peu après et j'observe des choses qui sont radicalement différentes, puisque, entre-temps, en réalité, il y a eu la démission de la commission Santer, et puis surtout sa justification, ce qui est le rapport des experts, par un diagnostic de mismanagement généralisé, et qui, d'une certaine façon, a engendré une réforme assez radicale, enfin plusieurs réformes en réalité, mais on a mis sous le nom du commissaire qui en avait la charge, c'est-à-dire là où les réformes Kinnock, qui se sont donc succédées en fait entre grosso modo livre blanc, je pense c'est 2001 jusqu'à 2010-2012, il y a des vagues successives jusqu'à la réforme du concours d'EPSO 2011-2012 à peu près, enfin bon, à la louche. Et donc entre évidemment ces deux périodes, c'est-à-dire ce qu'observe Chris Shore, cette fonction publique francisée, hautaine, etc., de la noblesse d'État, et celle que j'observe moi, c'est-à-dire qui passe sous la coupe précisément du management, un changement linguistique, un changement des références, un changement des cadres justement légitimes, eh bien, on assiste en quelque sorte à une forme de grand retournement. Alors je voulais qu'on dialogue tous les deux pour dire deux choses. D'abord, à distance, je ne formulerai pas l'hypothèse d'une noblesse d'État, quelque chose que je ne retrouve pas complètement en réalité. C'est-à-dire qu'il faut entrer dans un concept un peu plus fin d'un collaborateur de Bourdieu, qui est Christophe Charles, une fois pour parler un peu d'histoire, et qui lui parle de bourgeoisie de robe. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire au fond, c'est ce monde des avocats, des experts, des fonctionnaires qui entourent le pouvoir, mais qui ne sont pas nécessairement ceux qui monopolisent, en tout cas, le pouvoir au même titre que la noblesse d'État, et qui se reproduisent dans des conditions très différentes, aussi par le capital scolaire, mais sans précisément cette dimension de monopole question ici. Donc ça, c'est une petite nuance, je dirais, conceptuelle, c'est-à-dire qu'on a plus une élite de second rang, d'une certaine façon. Ce qu'on voit aussi, je ne vais pas trahir de secret, mais après 15 ans d'examen oral au Collège d'Europe, on voit bien qu'on a un panel en fait qui est beaucoup plus large que l'image que pourrait avoir le collège,
C'est beaucoup plus nuancé, ça dépend énormément des nationalités, il y a des parcours beaucoup plus divers que ce qu'on pourrait croire. Et effectivement, je pense que les dominants des dominants n'entrent pas dans les institutions européennes, c'est trop compliqué. L'accès au pouvoir est nettement moins direct. Encore une fois, il faut différencier selon les nationalités, etc., les cultures d'État. Mais je pense que là, il y a quelque chose, d'une certaine manière, qui nous met qui est une petite différence entre nous. Et puis la grande différence, évidemment, c'est ce changement, cette espèce de grand retournement, en réalité, des modes et des références. Et d'une certaine façon, on retrouve un peu sous une autre forme cette tension. Alors non pas entre les buveurs de bière et les buveurs de vin, comme on l'a évoqué hier. C'est drôle parce qu'elle l'a mis par d'alcool fort et d'alcool lourd. Lucien Febvre est déjà sur la bière et le vin, hein, c'est pour l'histoire. Et donc, on a cette espèce de grand retournement, et en fait, on peut interpréter ça. Et là, en relisant encore une fois Marc Adelais, j'étais extrêmement surpris, parce que finalement, vous parlez de ça un peu, et je ferai un parallèle, pas d'accord, mais avec ce que peut dire Bourdieu de la lutte entre les deux impérialismes de l'universel. C'est-à-dire au fond une espèce de captation du pouvoir au nom d'un côté l'ancienne forme d'un intérêt général, donc l'intérêt communautaire ici, qui est une forme relativement continentale, et puis le nouvel impérialisme dominant de l'universel, qui est le règne du marché, plutôt porté précisément par les États-Unis et leurs vassals britanniques. Et donc, je pense qu'on retrouve finalement cette histoire-là dans la manière dont le management a percuté ces institutions européennes, avec des gens qui se sont sautés sur le cheval, si vous me permettez l'expression, se sont saisis un peu de cette tendance pour refaire des positions, d'autres qui se sont trouvés un peu en porte-à-faux, et beaucoup en réalité par rapport à cette nouvelle culture, ce qui étaient leurs valeurs, les raisons pour lesquelles ils ont investi l'Europe. Dans mon bouquin, je cite ce fonctionnaire qui me dit j'étais venu pour transformer le monde, j'ai l'impression de me retrouver chez Procter et Gamble. Il n'était pas particulièrement happy. On sentait quelque chose d'assez profond en fait. Et donc là, on a un phénomène un peu d'hystérésis de l'habitus. Hein, on est projeté dans une direction, on en rencontre une autre, et donc on est fait de cette tension. Voilà, donc j'arrête de vous parler de mon travail, mais pour dire que voilà, c'est quelque chose qui se passe, et dont le comparatisme, précisément dans deux périodes différentes, de travaux ethnographiques, je trouve, nous révèle, nous fait jaillir d'une certaine manière effectivement ce type de changement radical. Alors il y a deux autres auteurs précisément qui communiquent, alors qui ne sont pas à distance en direct, mais à distance enregistrée. Pourquoi? Parce qu'au Canada, il est 5 heures du matin, et qu'on a décidé de les épargner. Déjà, qui nous parlait de la forêt hier après-midi, donc on s'est dit qu'on allait les enregistrer. Pourquoi faire dialoguer Frédéric Mérand et George Ross à nouveau? Bon, d'abord parce que ce sont deux travaux qui s'écrivent en miroir. Il est très clair que quand Frédéric Mérand, donc il vient de publier son livre sur l'ethnographie du cabinet Moscovici. Hein, il a passé en fait 2 mois pendant 5 ans à l'intérieur du cabinet Moscovici. Donc, il raconte la vie du cabinet au jour le jour, sur des crises, etc. Et donc, c'est extrêmement intéressant parce qu'on est vraiment dans une plongée très directe. Et puis, il va nous en parler à la fin. Je trouve qu'il se livre à un exercice absolument remarquable, c'est-à-dire qu'il s'est mis d'accord avec les acteurs pour qu'ils relisent son travail, histoire de ne pas gêner les gens, etc. Donc, il a débiffer quelques remarques, quelques mots d'argot, etc., qui sont dans le quotidien de la pratique, mais disent-ils, ils n'ont pas touché grand-chose. Mais par contre, ce qu'il a fait, il les a réunis à la fin, au bois de la Cambre, si je ne dis pas de bêtises, pour discuter précisément ensemble du livre. Donc, ils ont passé une journée en quasi-forêt, encore une fois, ensemble, et les gens lui faisaient part précisément de ces retours. Et il a vu à l'intérieur de cette expérience
là encore, réémerger des tensions qui sont un peu au cœur du livre, entre ceux qu'il appelle les Bruxellois, c'est ce que j'appellerais les permanents du champ, c'est-à-dire qui font carrière et toute leur vie, au fond, dans et pour les institutions, et puis ceux qui sont plus des intermittents, qu'il appelle les Parisiens, et qui sont ceux qui sont rentrés par vocation vraiment plus politique, voire politicienne, d'un combat politique pour Moscovici, etc. Et d'une certaine manière, les deux travaillent pour le même homme, les deux travaillent pour la même cause, etc. Mais à partir précisément d'un point de vue et dans une projection qui est relativement différente. Et là, on retrouve précisément l'intérêt du concept spatial et temporel que représente, à mon avis, le champ. Donc, pourquoi on les invite à parler? Parce qu'ils vont nous parler d'une autre transformation, qui est en fait la transformation du statut du politique à la Commission. Au fond, quand George Ross étudie le cabinet de l'or, on est dans un lieu qui est éminemment politique, dans une conjoncture qu'il est aussi, mais où la politique est extrêmement circonscrite à ce lieu. Elle se passe entre quatre personnes. Évidemment, là encore, et je pense que Jim l'a bien rappelé hier, Delors n'aurait pas été Delors s'il n'avait pas eu le soutien des États membres et s'il ne s'était pas mis dans une position de serviteur de la cause au nom également du compromis qui pouvait exister, en particulier entre Kohl et Mitterrand, mais aussi avec Margaret Thatcher. C'est pas pour rien qu'il a pris Williamson en secrétaire général. Donc il y a une sorte de prise en compte directe précisément de cet élément-là. Donc moi aussi, je pense d'ailleurs, et même si on réfléchit à la théorie enfin, bon, on va pas, je ne vais pas rentrer là. Mais ce serait trop long. Et donc mais Delors, et le cabinet Delors est vraiment le lieu du politique, il est très circonscrit dans une commission qu'il est peu, nettement moins, et ça va l'attirer d'ailleurs, comme on l'évoquait hier, les gens trouvent qu'il en fait trop, qu'il capte trop, qu'il monopolise trop précisément le pouvoir au profit d'un agenda qui est trop politique et peut-être trop francisé d'une certaine façon. Et la réaction de la commission Santerre, l'affaire Cresson, a été aussi un grand moment de French bashing, aussi un peu de nettoyage de cette légitimité aussi, hein, c'est assez clair. Mais donc, ils observent les deux, la commission dans deux moments où le statut de la politique est complètement différent, dans un cas complètement isolé au de la commission, dans l'autre où Juncker précisément cette commission politique et où il incite ou inciterait, même si on sait que la réalité fut un peu plus compliquée, mais où il inciterait précisément ses commissaires à une revendication politique. Et donc les deux s'interrogent à 20 ans de distance, finalement, sur le statut de la politique. Et la question, c'est un peu voilà, dans quelle mesure cette fameuse politisation a imprimé les pratiques précisément des cabinets de la Commission, parce que on a assez peu des services les uns et les autres, mais c'est une tendance qu'on va observer. J'appuie sur le petit truc, vous avez les télécommandes.
C'est
Ah, là, il a bugué, là. Continue.
Voilà, donc je suis un peu sous le choc de cette expérience de dédoublement. Donc après l'observation participante, quasi autoscopie, je ne suis pas sûr qu'on va l'élever au rang de méthodologie. Alors, comme j'ai été très long déjà dans la vidéo et dans l'introduction, et que grosso modo il est à peu près l'heure de manger, je vous proposerais volontiers de faire les discussions autour d'un verre et d'une assiette. Donc sauf si il y a quelque chose d'émergent. Voilà, juste dire un mot, ce qui me frappe, c'est que personne ne parle de l'élargissement. Ça, c'est quand même une donnée absolument fondamentale. Oui, élargissement. Personne ne parle de l'élargissement. On est à 12 à l'époque où George Ross étudie la commission de l'or. On est à 27 ensuite avec une dynamique qui n'a strictement rien à voir. Donc, c'est quand même un point. Depuis le cabinet, c'est comme si ça ne comptait pas. C'est ça qui est effectivement très étonnant. Georges, tu voulais dire un mot? Oui, c'est sur le progressisme et la gauche, parce que moi j'estime que c'était une commission de gauche dans le sens réformiste, c'est-à-dire qu'on parle à partir du réel, on essaie de trouver un compromis entre le capital et le travail et de tirer les choses aussi loin que c'est possible à un moment donné. Mais le fond culturel était progressiste. La commission de l'or était internationaliste, c'était, oui, et d'autant plus avec la perspective de l'élargissement, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, moi à l'époque j'étais aux politiques régionales et donc on faisait de la
qui était donc ex-Union soviétique, et même les Loriens, il y avait Oleg et Tsangl. On a réussi à combiner finalement 3 instruments financiers pour la Méditerranée, pour Tassis et Phare avec le FEDER, pour faire cette coopération au-delà des frontières. Et les thématiques de la coopération étaient progressistes. C'était bien sûr le développement, la modernisation de ces services publics, les femmes comme actrices des choses. Donc il y avait des choses extrêmement positives. Et ce qui était encore plus valorisant, et ça Juncker regardait, c'était de ne pas accepter le réel, les difficultés du réel. Et donc, par exemple, Delors, même s'il ne pouvait pas faire un pas en avant par rapport au social, il insistait. Il a mis ça sur la question de l'agenda. Juncker aussi, par exemple, sur le socle européen des droits sociaux, dont il a fait une petite brochure et dont il voulait, à Sibiu, et comme von der Leyen à Porto, faire une déclaration des États membres, et par exemple, c'est Donatos qui ce que je trouve positif, c'est pas qu'on le fasse, parce que la réalité est telle qu'elle est. Et la construction européenne, je veux dire, ne pourra progresser qu'en termes d'intégration, pas par une baguette magique. Mais ce qui est intéressant, c'est que la question est posée à l'agenda, et il y a une bataille politique là-dessus. La question de la cohésion, dont on voulait investir toutes les politiques, c'était une question fondamentale, parce que c'était le Sud. Alors évidemment, derrière ça, c'est aussi le marché unique et la capacité des pays du Sud d'acheter les marchandises du pays du Nord. Mais il y avait une forme de... Moi, je trouve que c'est cette capacité de transformation et d'intégration au niveau international, parce qu'on sait que le développement de chaque pays, on a eu la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, et à la fois un facteur de progrès et de paix. Et donc, je trouve que c'était beaucoup plus des limites, mais à moins de faire la révolution d'un jour à l'autre, il faut des étapes et surtout, il faut juger, et je finis là-dessus, le progressisme, non pas par rapport à l'histoire de chaque pays, les références françaises en relation avec le marxisme, etc., ou d'autres références, mais en fonction de la réalité telle que se pose au niveau européen et des rapports de force entre classes au niveau européen. Et c'est là, bon, il y a quelque chose d'intéressant. Si ce que vous dites est juste, ce qui est intéressant, c'est que c'est en contradiction avec une bonne partie de la critique que l'on trouve dans justement l'opinion politisée, qui est que la Commission ne s'intéresse qu'au marché, elle est libérale. Mais même ça s'intéresse au marché, et même ça s'intéresse au marché, facteur de progrès. Parce que comme disait Descamps, le fondateur de la CNDT, ceux qui font du commerce ne font pas la guerre. Et la définition qu'il avait faite de libération en France. Et puis il y a même des choses qui relèvent du marché, du fonctionnement du marché, qui se traduisent par des actes, parce que le monopole, les particularismes et tout ça, ce n'est pas des choses finalement progressistes. Et le marché, finalement, et comme disait l'autre, crée sa propre contradiction à un moment donné. Il a créé un niveau permettant de l'affronter, par exemple, parce que lutter contre le marché mondial à partir de la réalité de la Grèce, c'est autre chose que lutter contre la marchandisation à partir d'une réalité qui est une réalité européenne. Voilà. Et donc, souvent les discours de gauche classiques, finalement, ils sont nationalistes et ne sont pas de gauche. En fait, parce que une des valeurs fondamentales de la gauche, c'est l'internationalisme. N'est-ce pas? Et on a vu que les prolétaires avaient une patrie extrêmement scolarisée. On a vu ce que ça donnait. Donc, finalement, progresser à travers ça, c'est la seule voie qui permet d'avancer à passer. Ok, merci. Donc, non, mais c'est très bien. Donc, on va un peu revenir là-dessus aussi sur les transformations internes. C'est vrai que
les relations de genre ont changé aussi dans ces périodes. Enfin, c'est des choses qu'on va donc aussi discuter dans la dernière table ronde. Donc, il serait un moment de dialogue précisément entre des gens qui sont au cœur des institutions et des politiques de ressources humaines, et puis précisément le travail des ethnographes et des observateurs. Voilà, donc le lunch maintenant.